Salut, c'est Maxence et bienvenue dans 24 of 24. Aujourd'hui, je reçois Nour, pianiste professionnel qui cette année a été nominé aux Victoires de la musique classique et qui a également sorti un album, Carnaval. Comment ça va, Nour? Ça va super. Et toi? Bah écoute, très bien, je suis ravi de te recevoir dans le podcast. Merci, moi je suis aussi très contente. Bah trop cool, on a à peu près 1 heure ensemble. Mais moi je suis curieux de creuser, avant de rentrer dans le détail de ton parcours, peut-être le souvenir le plus marquant pour toi en 2024. L'épisode devrait sortir mi-décembre, Ouais. donc l'année est quasiment terminée. Toi, quel est le fait marquant pour toi cette année en 2024, ou le jour ou le souvenir le plus marquant pour toi? C'est dur à dire, hein. En fait, il y en a beaucoup, je pense. J'ai eu l'occasion de voyager pas mal cette année et de découvrir des cultures, des nouveaux pays. Je pense que ça m'a plutôt marqué. Je pourrais citer la Serbie ou bien la Pologne. J'ai joué dans des magnifiques salles ou à Oman. C'était la première fois que j'y allais Ah ouais. aussi. Ouais. Je pense qu'à chaque fois, quand il y a cette expérience unique d'aller dans un nouveau pays et dans une magnifique salle, on découvre plein de choses. Par exemple, en Pologne, j'ai joué au théâtre de Varsovie, de l'opéra, et c'est juste incroyable parce qu'on est très sensible aux acoustiques, aux atmosphères d'une salle, d'un public. Donc, ce serait dur de définir un moment. Un moment, ok. Ouais, mais je pense que c'est la découverte de nouvelles salles. Ouais, que tu n'avais Ouais. pas fait forcément avant. Ouais, que je n'avais pas faite. En Ouais. 2024, tu as particulièrement plus voyagé que les autres années. J'ai l'impression, ouais. Ok. Ou en tout cas plus en dehors de la France, la Belgique, la Suisse, qui sont un peu les 3 pays où je joue le plus. Ouais, je pense que j'ai pas mal voyagé et c'était sympa. Et puis on se rend compte de tellement de facteurs qui varient quand on joue sur scène. Enfin, nous, en tant que pianiste, on découvre tout le temps l'instrument sur place, donc c'est aussi un challenge. Qu'est-ce qui varie par exemple? Enfin, qu'est-ce qui peut faire varier le moment? Justement, Au-delà de l'acoustique? l'instrument, c'est jamais Ouais. le même parce que c'est celui de la salle, l'acoustique d'une salle. Par Ouais. exemple, à Oman, c'est incroyable parce que c'est l'une des plus belles acoustiques que j'ai Ah ouais. entendues de toute mon expérience. Vraiment, il y a quelque chose de tellement à la fois intimiste, mais la salle est immense. Évidemment, la grandeur d'une salle, elle peut être plus ou moins grande, donc ça peut jouer beaucoup, mais pour nous, c'est surtout le piano. Quand tu as un violoniste qui vient avec son instrument, il a bossé toute sa vie dessus. Nous, on doit tout le temps s'adapter. Et ça, c'est cool, mais c'est un challenge aussi, ouais. T'as des pianos que tu préfères? Enfin, t'as des, je sais pas, des touchés particuliers, des sonorités que tu vas chercher dans certaines marques, certains types de pianos? Ouais. Ça dépend aussi du répertoire. Ouais. Et c'est sûr que je te dirais le piano Steinway & Sons, qui est un peu la marque qu'on retrouve dans beaucoup de salles de concert. Ouais. Mais de plus en plus, je m'ouvre à d'autres marques parce que je pense qu'il y a un monopole d'un seul piano, c'est presque anti-artistique. Et j'aime bien découvrir un instrument dans son unicité, que ce soit un Steinway, un Yamaha, un Bösendorfer. Mais c'est sûr que récemment, j'ai découvert les Shigeru Kawai. Qui sont incroyables, que j'avais pas tellement joué avant, et certains Yamaha aussi, parce qu'ils ont une profondeur de touche qui est assez plus intense que dans les Steinway par exemple. Ok. Et ça donne une certaine résistance que j'aime bien avoir sur scène. Ok. C'est comme si il faut dompter le piano, mais le piano aussi te contrôle un peu. Ah ouais, ok. Ouais. On va revenir après sur les concerts que tu as pu faire cette année, et puis toute ta carrière. Je suis curieux qu'on rembobine Bien sûr. et qu'on vienne à ton premier souvenir de piano. J'ai cru lire que tu as commencé à l'âge de 5-6 ans. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de la première fois où tu as interagi avec un piano? Ouais, je me souviens de 2 moments assez marquants quand j'avais commencé le piano. J'ai une grande sœur de 10 ans, mon aînée, et c'est elle qui m'a initiée à ça. Elle en a fait avant moi, et donc naturellement, moi j'étais attirée par l'instrument. Il y en avait un à la maison, au Maroc. Et je me souviens qu'à chaque fois qu'elle terminait de jouer, je me précipitais sur le piano, je lui prenais sa place. Et en fait, je lisais absolument pas les notes, je lisais pas du tout, évidemment. Je devais avoir même 3 ans ou 4 ans. Et par contre, je comprenais les chiffres 1, 2, 3, 4. Donc, je prenais les partitions et j'essayais de lire les chiffres. J'essayais d'avoir une sorte de logique dans ma tête. Donc, je prenais, par exemple, s'il y avait écrit 2, 5, 6, je prenais une note au hasard et le 2, par exemple, ce serait la première note. Et je comptais à partir du 2, 5, 6. Et finalement, c'est pas si bête que ça, parce que avec la position naturelle de la main, des fois, les doigtés, ils correspondent à un enchaînement de doigts et donc de notes. Et ça, je m'en souviens très, très bien. Et en fait, je trouve que c'est pas si bête, en fait. Je pense qu'il y avait un intérêt. J'avais envie déjà de reproduire ce que ma sœur faisait. Et il y a un autre souvenir que j'ai, c'est la première fois où je suis allée voir ma première prof de piano au Maroc. Mes parents m'y ont emmenée et j'ai dû jouer un petit morceau que ma sœur m'avait appris, mais
tout petit truc. Et en fait, j'avais les doigts qui dépassaient le clavier. C'est-à-dire, je jouais comme ça, les pouces, pardon. Donc, les doigts étaient comme ça, et les pouces étaient en dehors du clavier. Ok. Et donc, cette dame-là, qui était ma première professeure pendant plusieurs années, elle va voir mes parents, et à la fin de ce petit moment, elle dit... Madame, monsieur Ayadi, je suis désolée, mais je pense pas que votre fille pourrait être pianiste. C'est impossible. Elle a les pouces qui sont hors du clavier. Là, c'est une anomalie. Ça pourra pas fonctionner. Et, et ça, je m'en souviendrai tout le temps parce que même moi, j'ai un souvenir un peu étrange de la première fois quand j'avais joué devant quelqu'un. Et elle avait dit ça à mes parents. Ouais. Et mais ça se corrige du coup, j'imagine. Oui, bien sûr, c'était juste, j'étais petite et je savais pas comment me positionner, Oui, mais je jouais vraiment comme ça, c'était pas normal, quoi. Mais elle était assez exigeante, dure, assez dure et assez formelle et catégorique sur ce qu'elle avait vu. Elle a dit non, mais c'est pas possible, faudra faire un autre instrument ou faire quelque chose d'autre, mais là, le piano... ouais. Et évidemment, elle a dû me dire peut-être de les remettre dans leur... Et moi, j'avais du mal au début, parce que j'étais pas habituée. Mais avec c'est vite... ça revient, Ouais. Donc, comment on passe de ton premier souvenir au piano à ok, j'aimerais potentiellement en faire tu vois, une vocation ou mon métier. Quelles sont un peu les grandes étapes? Je sais que pour devenir soliste d'un instrument, c'est très exigeant, c'est très dur, ça demande beaucoup de travail. Toi, comment ça s'est construit tout ça? J'imagine que ça a pris beaucoup d'années. Oui, mais ça n'a jamais été vraiment un... Je me suis jamais dit j'ai envie d'en faire mon métier ou je veux être pianiste. C'est toujours parti d'un amour pour la musique, pour l'art, mais la musique classique, j'ai toujours aimé ça et je pense que j'ai été très bien suivie par mes parents qui étaient jamais pushy, ils m'ont jamais dit il faut que tu fasses ça. Au contraire, c'était un hobby comme je faisais de la danse à côté, c'était exactement au même titre que ça. Après, j'ai eu donc cette première professeure qui m'a aussi super bien suivie, donc c'était pas juste 30 minutes de cours et au revoir, il y avait vraiment quelque chose où elle m'a pas lâchée. Et en fait, je dirais que c'est les petites réussites qui ont fait que finalement j'en suis là aujourd'hui. Mais c'est un peu dur. En tout cas, moi, j'ai jamais dit ok, je vais être pianiste professionnelle, je vais tout faire pour. C'est vraiment des petites choses qui ont mené à d'autres réussites, d'autres challenges, d'autres concerts. Et c'est ça qui a fait que maintenant je fais ça. Mais c'est vraiment venu comme ça. Et tu te rappelles justement dans ces réussites d'un concert, d'un moment qui t'a marqué, qui a été un peu charnière, qui t'a fait t'attacher à la musique ou à un répertoire particulièrement? Ouais, bien sûr. Je dirais mes premiers concours. Par exemple, au Maroc, j'ai été la première Marocaine à gagner le grand concours de Son Altesse Royale, la Princesse La Meriem. C'est le plus grand concours au Maroc et j'ai eu le premier prix. Et donc, voilà, par exemple, quand il y a ce genre de consécration, on se commence à se dire « Ah, mais en fait, c'est cool. J'ai travaillé, ça a payé, je suis récompensée. Les gens ont aimé. Il y a un jury de professionnels qui a apprécié mon travail. » Et puis, évidemment, quand je suis venue à Paris après avoir passé le concours d'entrée au conservatoire, donc le fait d'avoir réussi aussi ce concours d'entrée alors que j'étais du Maroc, j'avais pas forcément eu une formation en France avant, chose que beaucoup d'étudiants font avant d'entrer dans cette institution. Donc, c'est des petites choses où je me dis « Ok, ça veut peut-être dire quelque chose sur la suite de mon rapport à la musique, au piano. Ce sera pas qu'un hobby parce que là j'entre dans un monde professionnel, ça va professionnaliser et donc pourquoi pas. Donc c'est voilà des choses comme ça, je dirais plutôt les concours, les examens d'entrée, les concerts. Il y en a pas mal que j'ai écouté au Maroc quand j'étais jeune qui m'ont marqué. Il y a un morceau vraiment qui m'a marqué, c'était la Rhapsodie sur un thème de Paganini de Rachmaninov que j'avais écouté, je pense j'avais 13 ou 14 ans et le morceau dure 25 minutes, j'avais l'impression que ça avait duré 10 secondes quoi. C'était exceptionnel et j'avais envie que ça dure et à ce moment-là je me suis dit mais j'ai envie juste, si je peux juste faire ce qui vient de se passer là sur scène, je serais tellement heureuse. Tu parlais des concours. Comment ça fonctionne le système de conservatoire pour intégrer, je sais pas, le CNSM de Paris? C'est quoi un peu les grandes étapes pour être soliste? Mais le Conservatoire national de Paris, c'est l'institution la plus grande en musique classique en France. Pour l'intégrer, il faut envoyer un dossier dans les délais impartis, évidemment. Il y a une vidéo, je ne sais plus si c'était comme ça avant ou si ça a changé. En tout cas, il y a un tour, on envoie un dossier, on est admissible. Ensuite, on va sur place pour passer un premier tour avec des œuvres qu'on a choisies mais qui sont imposées dans une certaine liste. Ensuite, on passe au deuxième tour ou non. Et à ce deuxième tour, on avait des œuvres imposées qu'on a dû apprendre le mois dernier. Donc, on a eu 1 mois pour apprendre ces œuvres-là. On a une épreuve de déchiffrage. Donc, disons qu'il y a 3 tours au total pour être admis. Il y a environ 10% d'admission. Ok. Voilà.
Par exemple, si on est 100 à se présenter, il y en a 9 ou 10 qui sont pris sur la promotion. Et en parallèle, du coup, tu as des concours dans différents conservatoires. Typiquement au Maroc, tu disais que tu avais gagné un concours. Ça, c'est des choses indépendantes. Exactement. C'est des structures indépendantes qui créent en fait un concours et qui récompensent par des prix matériels ou c'est des engagements de concert. Et ça existe dans le monde entier. Donc, j'ai commencé à en passer au Maroc, j'en ai passé en France, en Asie. C'est très bien pour avoir une certaine visibilité, aussi découvrir une culture, un pays. J'en passe pas non plus beaucoup parce que en fait, le concours, ça permet d'avoir des concerts. Mais quand on a déjà un nombre de concerts, on passe plus trop de concours. Et un concours, typiquement, c'est toi qui choisis la pièce que tu vas présenter ou c'est imposé et justement tout le monde est évalué sur la même pièce? Ça dépend beaucoup. Y a des concours où à un moment donné, on te demande de jouer la même pièce. Donc tout le monde se retrouve à jouer la même pièce parmi d'autres. Mais en général, il y a beaucoup de temps qui est donné et il faut construire un programme de concert. En fait, ce que j'aime bien aujourd'hui, c'est que ça a beaucoup changé par rapport à avant. Maintenant, on essaie de plus se calquer sur la réalité du métier. C'est-à-dire, en fait, on est un artiste, on joue sur scène, on présente un concert d'1 heure. Il faut qu'il y ait une cohérence dans le programme, que ce soit pas juste un petit morceau à droite, à gauche, qui n'ait pas de lien entre eux. Et donc, souvent, c'est des programmes de récital. Des fois, ils imposent une pièce, un ensemble de pièces. Donc, c'est un petit peu un mix de tout ça. Donc là, tu rentres au conservatoire à Paris. Comment ça se passe ton arrivée au conservatoire à Paris? Est-ce que c'est ce que tu attendais? Du coup, tu avais déjà un lien avec le ou la professeure sur place ou tu as dû recréer le lien que tu avais créé avec tes professeurs par le passé? Ouais, je découvre vraiment tout quand j'arrive en France. En fait, j'étais très ignorante de ce que c'était vraiment, du prestige que ça avait. Et je pense que ça m'a presque aidée parce que j'étais stressée, mais beaucoup moins que certains autres qui avaient une pression d'entrée au CNSM. C'est l'endroit où il faut aller. Évidemment, c'est incroyable, c'est l'excellence pure et dure. Mais je ne le savais pas tellement. Et je pense que c'est ce lâcher-prise qui m'a fait beaucoup apprécier, préserver, mais il m'a fait apprécier l'expérience. Donc, je ne connaissais pas ma professeure, mais j'ai adoré mon expérience là-bas. Puis ça coïncidait avec mon année de terminale. J'étais au lycée. À ce moment-là, j'avais 16 ans. 17 ans, voilà. Et donc, j'étais en classe à horaire aménagé. On était tous un peu dans le même bain avec des danseurs et d'autres musiciens qui étaient au CNSM aussi ou dans d'autres conservatoires. Donc, je l'ai super bien vécu. Et puis, ma grande sœur était déjà à Paris, donc j'étais pas seule. Ok. Voilà. Elle faisait aussi du piano? Non, elle était en classe prépa, après école de commerce, donc elle allait dans autre chose, mais le fait d'avoir de la famille... Oui, c'est rassurant, ça te fait un point d'ancrage. Exactement. Et donc, ton quotidien, il ressemble à quoi à ce moment-là? C'est un mix entre la terminale avec quelques cours et du coup beaucoup de piano, j'imagine aussi? En fait, c'était toujours pareil. Le matin, j'allais à l'école, donc de 8h à 13h. Ensuite, je rentre, je déjeune. Et l'après-midi, c'est consacré à la musique. Le soir, on avait 1h30 d'études, c'est-à-dire qu'on était obligé d'étudier pour l'école. Donc c'était entre 18h et 19h30. Ensuite, tu dînes. Ensuite, tu peux bosser ou pas, bosser ta musique, bosser l'école. Mais c'était vraiment toujours comme ça pendant cette première année et j'ai adoré, vraiment. Et quelles sont les échéances, du coup, quand tu rentres typiquement dans un système comme le CNSM, là où avant, du coup, j'imagine que ton objectif, c'était de rentrer au CNSM. Quel est ton objectif suivant ensuite? Qu'est-ce que tu te dis? Ok, maintenant, c'est ça le prochain objectif et je me prépare pour ça. Ça dépend beaucoup du prof avec lequel on travaille. Ça dépend aussi de nos ambitions à nous. Certains veulent aller dans une carrière en orchestre, pas les pianistes, mais par exemple un violoniste ou un violoncelliste. Certains veulent enseigner, les débouchés sont multiples. Moi, je voulais surtout progresser artistiquement. C'était vraiment aussi pour ça que j'étais venue en France. Et j'avais une prof qui m'a aussi super bien suivie et qui m'a toujours stimulée dans certains challenges. Passer quelques concours, jouer des concerts. Elle proposait certains contacts. Donc, c'était toujours avoir certaines échéances de performance. Jouer sur scène, parce que si on travaille dans son studio, la musique, c'est fait pour être partagée. Donc, il faut ce rapport à la scène qui soit assez... récurrent. Donc c'est ce que j'ai eu beaucoup. Donc on avait à la fois des auditions de classe au conservatoire, j'avais des concerts, des propositions de concerts par des concours, des gens qui m'ont entendu parler de moi, les choses sont faites un peu comme ça. Donc voilà. Donc petit à petit, tu avais des échéances de concerts qui te faisaient partager la musique que tu étudiais au quotidien. Ouais, exactement. Tu as étudié du coup dans le système au Maroc, tu as étudié au CNSM à Paris, je crois que tu as aussi étudié en Suisse, en Belgique, etc. Comment tu compares un peu tous ces systèmes pour apprendre la musique? C'est intéressant parce que en fait on peut ne jamais cesser d'apprendre. C'est un art tellement vaste et riche, on peut passer sa vie et on passe sa vie à apprendre. Moi j'ai un peu fait un parcours qui a toujours été...
l'institution sur laquelle je suis allée travailler après, elle a toujours apporté quelque chose de plus, ou en tout cas de différent par rapport à ce que j'avais avant. Après le CNSM, je suis passée par Genève parce qu'il y avait un professeur avec lequel je voulais absolument travailler. Donc c'était vraiment une occasion pour moi d'aller rencontrer quelqu'un qui vraiment joue sur scène tout le temps, et donc avoir un autre rapport à son professeur, c'était aussi très intéressant. Avoir une expérience vraiment de ok, maintenant on apprend une œuvre, mais maintenant pour la jouer sur scène, pour faire une tournée de concert, pour apprendre un concerto en quelques mois parce que l'orchestre veut que tu joues ça et pas autre chose, des choses en fait pratiques du métier sur le terrain. Et ensuite j'étudie encore, enfin je finis maintenant à la Chapelle musicale Reine-Élisabeth, et ça c'est complètement différent. C'est pas vraiment un conservatoire, c'est pas une école, c'est une institution d'excellence où on est au milieu de la forêt, où on peut travailler non-stop H24, c'est vraiment, on est entouré de nature, de cerfs, c'est incroyable, et c'est vraiment un lieu où on peut être artiste en résidence, donc préparer des projets, des concours, des concerts, mais c'est des conditions de rêve, quoi. Ah, c'est génial. Et t'as des professeurs quand même qui t'accompagnent là, où t'es vraiment seul et tu te dis ok, je me concentre sur je sais pas, mon prochain album, mon prochain concert, mon prochain répertoire? En fait, il y a des coachs, profs coachs, c'est plus, je dirais des coachs parce que on les voit pas souvent, et on peut des fois demander, on dit ok, j'ai un projet, j'ai besoin de jouer ça à tel coach, et il va venir pour travailler avec nous. Donc c'est un rapport beaucoup plus professionnel, on est plus collègues que élève-prof. D'ailleurs, on est appelé artiste en résidence, et c'était parfait pour moi parce qu'après avoir eu mon master, j'ai fait un artiste diplôme d'artiste-interprète au conservatoire, et en même temps j'étais à cet endroit en Belgique, donc pour moi c'était vraiment une sorte d'épanouissement aussi professionnel, parce que c'est aussi un endroit où il y a beaucoup de concerts. C'est pas une agence, mais c'est un tremplin pour certaines propositions de concerts qui ont été très intéressantes pour moi. C'est trop bien. Et comment tu rentres dans cet établissement? Alors exactement par le même principe, on passe un concours, mais là c'est un peu plus dur. On envoie un dossier avec des vidéos qu'un comité de jury donc va visualiser, et donc là ils font un premier tri, et ensuite on est invité à passer une audition sur place, et là ils en prennent deux par an, ou deux chaque 2 ans, entre 2 et 4, donc ils en prennent très très peu. Parce qu'après tu peux rester un certain nombre d'années en général c'est 2 ans, ça peut aller jusqu'à 3 ou 4, ça dépend d'un projet. C'est ça qui est génial parce que c'est flexible, tu leur dis ok, j'ai un projet de concours où il faut absolument que j'enregistre cet album l'année prochaine et je le ferai bien ici, donc si je peux rester 1 an de plus, et là ils peuvent te le permettre ou non, ça dépend, il faut discuter, mais c'est génial parce que c'est flexible comme ça. Et chose qui n'est pas le cas dans un conservatoire. On fait une licence, un master, donc c'est un aspect beaucoup plus sain, et en tout cas, plus comment dire, c'est artistique, quoi. La musique, on peut avoir un jour un projet, le lendemain un moment de vide où on a le temps justement de monter quelque chose de nouveau. Donc voilà, c'est un endroit qui est assez magique, et j'apprécie toujours être là-bas. C'est trop bien. C'est quoi les autres instruments qui sont présents sur place? Donc il y a piano, alto, violon, violoncelle, chant et musique de chambre. Donc c'est les groupes constitués. Et vous pouvez même peut-être, j'imagine, faire des projets ensemble, du coup. C'est trop bien. Souvent c'est la Chapelle musicale qui organise des projets, qui demande si on a qui sont intéressés, et là évidemment on croise les disciplines et ça donne de très belles choses. C'est trop bien, je ne connaissais pas du tout. C'est incroyable, vraiment. Tu parlais tout à l'heure de ton master, je crois que tu as un double projet en plus de ton projet musical qui était d'étudier. Qu'est-ce que tu as fait du coup après la terminale? Comment ça s'est construit ce projet académique à côté? En fait, moi, tu vois, je suis venue à Paris, j'étais au lycée au Maroc, il y avait pas d'horaire aménagé, c'était vraiment normal, j'allais de 8h à 17h, et puis je faisais un peu de piano quand j'avais le temps. Donc pour moi, c'était tout à fait normal de postuler aux écoles, aux universités, aux écoles post-bac. C'était même pas une question, en fait, c'était plutôt, ce qui était hors du commun, c'est que je fasse du piano en professionnel. Là, c'était nouveau pour moi. Mais j'avais pensé à faire une classe prépa scientifique, j'avais postulé à Dauphine aussi, donc pour moi, c'était vraiment normal. Quand j'étais à Paris, les autres n'avaient pas forcément la même trajectoire, mais au Maroc, je partais complètement sur ça. Sciences Po, ça a toujours été dans un coin de ma tête, et j'ai évidemment postulé, ça a marché, et j'étais super contente parce que c'est exactement ce qui convenait à mon identité, à mon parcours artistique, à ce que je voulais faire plus tard. Et donc, j'ai fait les deux en même temps. Donc, j'étais au Conservatoire de Paris et à Sciences Po. Donc, c'est un peu les deux grosses institutions d'excellence, exactement. C'était un immense challenge. Vraiment, c'était 5 ans de travail très, très dur, un agenda, mais
hyper cadré, millimétré, il n'y avait rien qui dépassait. C'était ma seule solution parce que j'avais pas d'aménagement. Ah oui, à Sciences Po, t'avais pas de... J'avais 0 aménagement. T'avais des cours comme n'importe quel étudiant à Sciences Po. Oui. Ah ouais. Ah oui, comme n'importe qui. J'étais étudiante à Sciences Po et ça, ils n'allaient pas forcément changer pour moi. Donc là, je me suis dit, ok, tu t'es lancé dans un truc... T'assumes, tu vas au bout, tu abandonnes maintenant, ça sert à rien de se lamenter pendant ces 5 ans. Et là maintenant je suis tellement fière et heureuse d'avoir fait ça parce que ça m'a tellement ouvert l'esprit sur beaucoup de choses en fait. Ouais. Et je pense que c'est dans mon ADN en fait, l'ouverture d'esprit, la curiosité sur d'autres disciplines et c'est ce que ça m'a donné Sciences Po et la musique ça a aussi nourri ma compréhension du monde. Donc les deux un peu se sont connectés et c'était 5 ans. En fait, peut-être sur le moment, des fois ça peut paraître dur, mais maintenant il y a des choses qui reviennent, des idées qui commencent à apparaître et je pense que ça vient de cette ambition-là. Ouais. Je crois que quand tu fais Sciences Po, tu pars en échange, c'est en 3e année, du coup tu as réussi à combiner ça avec... c'était l'année Covid. Ah donc, oui, d'accord. Heureusement ou malheureusement, je sais pas trop parce que finalement tout était un peu à l'arrêt, j'étais à Londres. Mais c'est vrai que c'était l'année d'échange qu'on doit tous faire et moi j'ai adoré aussi avoir cette expérience. Ouais. Et tu as gagné, je crois, autour du Covid en 2019 ou 2020, le prix Courtauld. Exactement. Tu es la première femme, je crois, à remporter ce prix. Ouais. Tu peux nous parler un peu de ce prix Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique? Comment tu l'as vécu? C'est un concours en fait de piano qui est lié à l'école normale de musique Alfred Cortot. C'est un grand pianiste et interprète du XXe siècle français et donc qui a fondé cette école-là et elle a pris son nom, donc école de musique Alfred Cortot. Je suis aussi passée par cette école-là et donc c'est un prix qui a lieu à la fin des études. Donc c'est en interne, mais c'est aussi en externe. C'est-à-dire ceux qui veulent le passer, ils peuvent s'inscrire. Donc voilà, c'est un concours qui rassemble un peu le meilleur niveau de l'école et ceux qui veulent le passer. Et donc c'est en un tour. Enfin, il faut présenter un dossier et ensuite il y a un tour où on propose un récital d'une 50aine de minutes. Et donc je l'ai passé en 2019, j'avais 20 ans. Et donc j'ai eu ce prix-là en 2019 et je me souviens que ça a été, je pense, l'un des moments les plus importants depuis mon arrivée en France. Je pense que ça a été une super visibilité parce que c'est, je pense, à partir de là que vraiment on a commencé à me connaître, que j'ai été engagée pour des festivals réputés. Donc ça a commencé de là et pour moi c'était un moment, je pense, hors du temps, hors de l'espace. C'était, je me souviens encore, j'étais tellement stressée avant de passer. Et quand je rentre sur scène, tout... Tu se libères, tout... Je sais pas comment dire ça, mais tout disparaît. J'oublie que c'est un concours, j'oublie qu'il y a un jury, j'oublie qu'il y a un public. Et je joue. Et en plus, j'avais joué un programme qui était assez exigeant. Schumann, études symphoniques. C'est une pièce de 35 minutes qui est c'est un gros cycle. Les 3 mouvements de Petrouchka qui sont considérés comme l'une des pièces les plus difficiles pour piano. J'avais joué du Debussy. C'était vraiment des choses pas faciles. Et je me sentais vraiment dans ma bulle. Et donc, j'ai juste joué. Et puis voilà, ça a marché. Je pense que le public a apprécié. Incroyable. Ouais. Incroyable. Tu parlais beaucoup des concerts. Ouais. En tant qu'artiste, il y a aussi du coup les albums aussi où tu enregistres la musique pour la livrer aux gens qui veulent l'écouter. Toi, tu en as eu 2 albums. Comment ça se passe pour faire un album en tant qu'artiste? Comment ça fonctionne? Alors, c'est souvent... Pour moi, ça marchait comme ça. Ouais. On m'a proposé des projets. Okay. Le premier, je l'ai fait parce que j'ai eu le prix Cortot. Et donc, c'était à la suite de ça un engagement d'enregistrer mon programme de concours. Le deuxième projet, il est venu parce qu'il y avait un appel à projet d'une maison de disques et donc j'ai été sélectionnée pour parmi d'autres candidatures et j'avais proposé un projet et donc le mien a été retenu. C'est comme ça que j'ai fait le deuxième disque et donc là j'ai d'autres projets de disques avec eux. Donc voilà, c'est une sorte de rapport pérenne avec cette maison de disques. Donc souvent c'est un label qui entend parler de toi et qui va te contacter et puis toi tu peux refuser ou non ou accepter. Donc voilà, ça se passe comme ça. Et puis évidemment il faut avoir un projet précis de ce que tu as envie de jouer. Ça peut être du répertoire. Moi, je joue du répertoire classique, mais il y en a qui composent, qui improvisent. Mais voilà, moi, ça s'est passé comme ça en tout cas. Et justement, c'est quoi ton rapport à la composition? Est-ce que toi aussi, tu composes aussi de ton côté J'aimerais bien. Ouais. Pour l'instant, pas du tout. Je suis concentrée sur le répertoire, c'est-à-dire que je travaille du texte, comme une analyse de texte et
dans une pièce de théâtre, quoi. Ouais. Mais j'aimerais bien. Ok. J'improvise un petit peu, c'est-à-dire voilà, je me mets sur mon instrument, j'essaie d'explorer les sons. Peut-être qu'un jour ça viendra, ouais. Je pense qu'il faut aussi un peu de temps et d'espace dans sa vie. Là, c'est sûr que je suis très concentrée sur le répertoire, donc ce sera peut-être pour plus tard. Ton deuxième album, c'était Carnaval, qui est sorti du coup cette année. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet album-là? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce que les gens doivent écouter? Les gens qui nous écoutent, qui connaissent pas forcément, qui sont pas forcément des auditeurs de musique classique à la base, pourquoi ils devraient l'écouter? Qu'est-ce qui est intéressant dans cet album? J'ai mis et choisi des compositeurs que j'adore depuis toujours. Ouais. C'est Schumann et Poulenc. Et c'est drôle parce que c'est un agencement qui peut paraître très étrange. En fait, Poulenc, c'est le mondain du 19e siècle, fin 19e. Et puis Schumann, compositeur romantique allemand de l'époque romantique. C'est pas du tout la même période. L'un est français, l'autre est allemand. On pense que tout les sépare. En fait, il y a beaucoup plus de similitudes que ça entre ces deux compositeurs. En fait, je découvre par hasard en lisant sur la vie de Poulenc qu'il a été très inspiré par Schumann et qu'il a écrit une des pièces que j'ai mis dans le disque parce qu'il avait écouté une autre pièce de Schumann que j'ai aussi mise dans le disque. Donc c'est un peu cette mise en miroir que j'ai voulu mettre en avant, et c'est une musique tellement joyeuse, tellement légère, à la fois empreinte de beaucoup d'âme et de profondeur évidemment, mais c'est une musique qui je pense parlerait à tout le monde. Moi, elle m'a parlé depuis que je suis toute petite, et c'est des petites pièces courtes et qui dépeignent souvent des caractères, des états d'âme, des émotions. Par exemple, Schumann, donc compositeur de l'époque romantique, c'était un personnage tellement tourmenté dans sa vie, et on le voit dans son œuvre. Il a perdu la tête clairement à la fin de sa vie. Il a créé des personnages fictifs, l'un qui est mélancolique, l'autre qui est vaillant. C'est vraiment la complexité humaine en un personnage. Et je pense qu'on peut tous se retrouver dans cette complexité-là, dans les cycles de la vie, dans les états d'âme, dans les humeurs. Et on le retrouve notamment dans ce carnaval où, en fait, on a des scènes qui changent très rapidement, des états d'âme aussi qu'on voit changer en une seconde. Et ça, je pense que ça peut faire résonner chacun quand il écoutera ce disque. Donc voilà, c'était un peu pour ça que j'ai voulu mettre cette musique-là, et aussi parce que je pense que c'était aussi des pièces à mettre en avant, notamment celle de Poulenc, parce que dans le milieu de piano, musique classique, on joue très peu de Poulenc. D'accord. Et moi, je voulais un peu redonner une force et de dire, en fait, c'est un compositeur génial, et de le mettre un peu sur la même lignée, le même rang que d'autres compositeurs comme Schumann ou Chopin. Et donc, quand tu fais des concerts, ensuite, tu joues du coup ce que tu joues dans les disques ou pas nécessairement? Oui, quand j'ai sorti le disque, j'ai beaucoup enchaîné le programme de ce disque, justement pour le faire connaître, pour que les gens... et un rapport live à cette musique-là, donc ça je l'ai beaucoup fait. Après, pas forcément tout le temps, là je change, je varie les programmes, ça dépend aussi des échéances qui arrivent, les choses vont un peu vite, mais j'ai beaucoup joué ce programme-là à la suite de la sortie du disque. C'est comme, j'imagine, un chanteur pop ou un rappeur qui va sortir un EP ou un album, et il va jouer, quoi. Je pense, et c'est bien parce que le rapport au disque et le rapport en live, il est encore plus puissant, je pense, dans la musique classique. Et puis moi j'aime beaucoup expliquer pourquoi je choisis un programme, donc j'ai un rapport aussi assez direct avec le public, donc sur scène du coup tu interagis pas mal avec eux. J'aime beaucoup, je le fais de plus en plus. Ça dépend évidemment des salles. Quand la salle a une capacité de 1000 places, je vais pas forcément prendre la parole, mais dans un endroit un peu plus intimiste où je sens qu'il y a une curiosité, où les gens connaissent pas forcément cette musique là, je prends très souvent la parole pour expliquer, donner des clés d'écoute, leur dire juste ok, c'est à propos de ça, je vous invite à aller à ce voyage avec moi, et allons-y ensemble. Trop intéressant. T'as fait plein de concerts du coup cette année, comme tu disais en préambule. Est-ce que t'as une salle qui t'a marqué particulièrement, ou un public qui t'a marqué? Il y a des salles qui m'ont marqué. Si je devais parler de la France ou de Paris même, je dirais la Philharmonie de Paris ou l'Auditorium de Radio France, qui sont des salles que je pensais intimidantes quand j'étais dans le public et que je voyais des concerts, mais en étant sur scène, il y a un truc tellement incroyable. En fait, elles paraissent pas si grandes de la scène, et on a l'impression d'être dans une petite bulle, un petit cocon. En fait, la Philharmonie me paraissait pas tellement grande quand j'ai joué, et il y a une acoustique mais exceptionnelle, c'est-à-dire qu'en fait on peut aller dans les dynamiques les plus basses et au contraire envoyer des nuances tellement fortes et qui résonnent, et ça c'est précieux pour un interprète. C'est-à-dire que
jouer tellement bas que le public, on lui fait tendre l'oreille et qu'il reste comme ça, accroché à cette petite mélodie qu'on essaie de faire murmurer à l'instrument. De pouvoir faire ça, c'est incroyable. Et évidemment, ça vient donc avec un public connaisseur, attentif, pas forcément connaisseur, mais en tout cas curieux du discours artistique qu'on va proposer. Et ça m'a beaucoup marqué. Après, évidemment, il y a d'autres salles, la salle Beaux-Arts à Bruxelles, que j'ai découverte en 2023 aussi, qui est incroyable. En fait, finalement, ce sont des salles immenses. C'est un peu les grandes salles de capitale comme ça. Et elles sont beaucoup plus agréables et chaleureuses que ce qu'on peut penser lorsqu'on n'y a jamais joué. Ouais. Les pianos, ils sont sonorisés quand tu joues dans une grande salle comme ça? Est-ce que tu as un retour? Non, c'est okay. Jamais. Dans les salles de concert, tout est vraiment fait par les architectes pour que la sonorisation, l'acoustique soit nickel et qu'elle ne demande justement pas de micro pour amplifier le son. Il y a souvent une amplification de son dans les festivals d'été quand on joue en plein air. Okay. Parce que là, le son, en fait, il s'éparpille dans l'espace. C'est très compliqué. Mais là, les salles de concert, elles sont vraiment faites pour... évidemment, je parle de la musique classique acoustique, où là, on est sur du répertoire. Et il n'y a pas besoin, en fait. Vraiment, moi, en étant sur scène, en étant dans le public, l'expérience peut être vraiment incroyable et pas besoin de micro pour ça. Ok, incroyable. En 2024, il y a eu aussi un fait marquant pour toi qui a été les victoires de la musique classique. J'imagine qu'en tant qu'artiste, ça donne aussi pas mal d'expositions. Comment tu as vécu, du coup, ces victoires cette année ? C'était, je pense, l'un des moments les plus forts de toute ma vie. C'est en fait plus qu'un concours, on t'appelle, on te dit que tu as été nominé aux Victoires de la musique classique, donc tu peux rien faire pour tu peux pas dire choisissez-moi. C'est un comité d'artistes, de critiques, de journalistes, c'est un mélange de plein d'acteurs du monde de la vie culturelle en France qui te choisit, et ça c'était incroyable, quoi. À la fois l'annonce, donc le fait de le savoir, la préparation de l'émission, parce que voilà, et puis il y a une médiatisation autour de ça, et puis l'après, c'est sûr que ça m'a apporté énormément de choses. Et pour moi, c'est un symbole très très fort, parce que donc 2024, je suis arrivée en 2017, donc ça fait à peu près 7-8 ans que je suis en France, donc c'est un peu une consécration de tout ce travail, en fait. Toute mon arrivée en France, mes études, mon parcours, les concerts qui en apportent d'autres. Pour moi, c'est un symbole très fort parce que c'est pour moi une sorte de réussite, c'est un aboutissement. Et je pense qu'avoir ça à 25 ans, c'est un beau symbole, une belle image. Et je l'ai tellement bien vécu. Bon, à la fois, évidemment, il y a cette médiatisation, donc ça, c'est génial parce qu'on parle de toi. Tu as des interviews, tu as des propositions de concerts, on propose des projets, donc ça, c'est évidemment incroyable. Mais ça n'a pas été, soudain, c'est-à-dire que j'ai pas senti un avant-après. C'était pour moi un peu dans une certaine chronologie des choses. C'était c'est évidemment un crescendo, mais c'était assez naturel pour moi. Je me suis pas sentie submergée du jour au lendemain, par exemple. Okay. Et puis évidemment, il y a cette émission donc qui a eu lieu en février dernier. Stéphane Bern qui te présente. Voilà, exactement, à la télé en live. C'est un moment très très particulier. Évidemment, c'est du live musique acoustique, donc il n'y a pas de playback, on joue tout, t'as pas le droit à l'erreur, tu vois, il y a des millions de gens qui te regardent, ça peut être très stressant parce que évidemment c'est une chose qu'on fait pas très souvent, la télé live comme ça, c'est un moment très unique, mais j'ai été très bien entourée, j'avais beaucoup de soutien de la part de ma famille, de musiciens autour de moi, certains qui ont fait les victoires et qui m'ont un peu préparé au moment parce qu'il peut être très intimidant. On joue 2 minutes 30 et il faut que ce soit bam, d'un coup ça explose et qu'on soit sûr de nous, mais je l'ai très très bien vécu. C'est un moment que j'ai beaucoup préparé et qui s'est très bien passé. Génial. Ouais. C'est quoi ton rapport au stress, justement, où tu as dû faire des centaines, voire des milliers de concerts comment tu travailles ça ? Est-ce que tu le travailles ? Est-ce que juste ça, tu gères mieux ton stress avec l'expérience aussi ? Quel est ton rapport à tout ça ? C'est sûr que c'est un sujet central. En tant qu'artiste, j'imagine. En tant qu'artiste, où il y a plein de gens qui n'ont pas fait de musique, qui me disent j'ai pas fait de musique parce que j'étais trop stressée pour mon audition de classe à l'école de musique. Ouais. C'est sûr que moi, je suis de nature un peu stressée. Donc, je stresse en général pour les concerts. Ouais. Après, plus j'avance,
plus j'évolue, plus mon stress, on va dire, est proportionnel à ma préparation. Ok. Lorsque je suis bien préparée, lorsque je consacre mon temps à un répertoire, à une échéance, ça se passe plutôt bien. Et le stress qui avance, c'est un stress naturel. J'ai envie de dire, quand tu stresses pas, c'est peut-être aussi dangereux que quand tu es trop stressé, parce qu'il y a en fait un manque de stimulation, et là, ça peut être aussi... horrible en fait. Ça m'arrive rarement, mais disons que j'essaie de méditer beaucoup, de marcher, de faire des choses qui sont pas liées à la musique, d'avoir une vie un peu normale, parce qu'on peut vite être pris dans un engrenage et on s'arrête pas en fait. C'est justement, c'est pas ok, je fais mon équation, j'ai trouvé que A plus B égale C, maintenant je peux plier et ranger mon carnet. Ça ne peut ne jamais s'arrêter. Et ça peut être dangereux. Donc j'essaie vraiment de me forcer des fois à couper, oublier que le concert a lieu demain soir et avoir vraiment une journée normale, ou bien faire des séances de méditation. J'essaie de cohérence cardiaque, j'essaie au maximum. C'est pas mon fort, je suis pas experte en ça, mais ça m'aide beaucoup à me recentrer avec moi-même, avec le présent, et puis de me dire ce qu'on fait c'est beau, en fait, il n'y a pas... à se tourmenter, à se faire du mal. Les gens sont là pour passer un bon moment, et moi aussi. Mais évidemment, quand on est sur des concours, des grosses échéances, par exemple les victoires de la musique classique, c'est pas souvent évident de se dire ça. Il faut juste des fois... aussi, il faut des fois, trick your brain, un peu mentir à son cerveau, parce que le cerveau, il s'accapare que des mauvaises ondes, pour lui, tout va mal se passer, mais des fois, il faut un peu le manipuler. Quel est ton quotidien aujourd'hui? Ça ressemble à quoi ton quotidien d'artiste à voyager en 2024? Comment ça ressemble à quoi une journée? Alors, pas type, mais... Oui, c'est ça. Il n'y a pas vraiment... C'est dur d'avoir une journée type. Là, je me rends compte, il n'y en a vraiment pas depuis cette année. Ce qui est trop bien, j'imagine. C'est bien. Après, des fois, on a bien envie de passer plus d'une nuit au même endroit, donc on se dit, ah bon. Mais non, évidemment, c'est super cool. Et puis, c'est à mon âge qu'on peut faire ces choses-là, qu'il faut en profiter, les propositions de concerts et tout ça. Mais disons qu'il y a soit j'ai une journée où j'ai un concert ailleurs et donc je voyage, train, avion, donc il y a la journée de voyage, il y a le moment où j'arrive sur place. Le jour où j'ai un concert, l'après-midi avant, je suis souvent dans la salle pour découvrir le piano, l'acoustique, les ingé-sons, quand il y a besoin, ou bien technicien lumière, ça c'est très important pour nous. Donc souvent la journée du concert, elle est consacrée au concert. Il n'y a pas trop de... Voilà, c'est comme ça, j'essaie souvent d'arriver la veille d'un concert quand c'est ailleurs, quand c'est loin. Sinon, quand j'ai pas de concert, j'essaie de travailler beaucoup sur table maintenant. C'est-à-dire avec ma partition, mon texte, pas forcément avec le piano. C'est-à-dire de vraiment pouvoir comprendre les choses en lisant, en écoutant intérieurement. Ça, je le fais de plus en plus. Je me rends compte qu'en fait, quand on travaille 6 heures par jour, il y en a peut-être 3 qui sont efficaces, 3 autres qui sont un peu... Donc, beaucoup de travail sur table. Évidemment, des heures sur l'instrument, je dirais 4 heures, 3-4 heures max. S'il y a du travail sur table à côté. Évidemment, j'essaie d'avoir aussi une vie normale. J'ai des hobbies, aller au cinéma, sortir avec des copains, me promener, j'aime bien marcher. Voilà, donc ça, c'est une journée type. Ou sinon, parce que je fais un doctorat de pédagogie en ce moment, donc j'étudie encore au conservatoire. Ça me prend des fois des matinées, des journées entières. Donc, j'ai des cours d'esthétique musicale, de didactique. Donc voilà, ça fait partie aussi de mon quotidien dans la semaine. Dans l'optique d'enseigner? Ouais. Okay. J'ai déjà un diplôme d'État. C'est un diplôme de pédagogie qui se fait en 2 ans. Et là, je fais le CA, certificat d'aptitude. Et ça va me permettre d'enseigner, tout à fait. C'est un truc qui, je pense, m'accompagnera dans ma vie. J'adore enseigner. Et je pense pour avoir un équilibre dans ma vie, j'en ai besoin. Donc tu pourrais être concertiste et enseignante idéalement, ce serait top, ouais. Ok, comme ton prof à Genève il y a quelques années. Okay. Exactement. Excellent. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année 2025? 2024, ça avait l'air très chargé pour toi. 2025, quelles sont un peu les choses qu'on peut te souhaiter? Bah écoute, tu sais, j'ai envie de donner une citation de Nietzsche qui, je pense, me parle beaucoup. Et c'est ce que je me souhaite, mais ce que je souhaite à beaucoup d'autres. Et donc, du coup, je vais la dire. C'est, je me souhaite, mais je souhaite à tous, de danser avec légèreté sur les cordes de l'existence. Et donc, je pense que je me souhaite beaucoup de légèreté dans la vie et aussi permettre aux gens de retrouver cette légèreté avec ma musique. Évidemment, j'aurai plein de projets, mais toujours prendre ça avec une sorte,
tu vois, de danse éternelle. Parce que je pense que la vie, c'est un jeu. La vie, c'est une danse. Et que, évidemment, malgré tout ce qui peut se passer autour de nous, que nous, dans notre propre existence, on donne un peu de paix intérieure. Et moi, c'est ce que j'ai envie de faire, en tout cas pour les années à venir, c'est de pouvoir donner ça aux gens par ma musique, qui se retrouvent un peu avec eux-mêmes, tu vois, que pendant l'espace d'une heure, ils oublient ce qu'il y a autour et qu'il y ait cette connexion. Et moi, j'ai vu des gens vraiment tomber en larmes après un concert, et vraiment des états où je disais, ah mais si j'ai réussi à faire ça, mais juste à une personne, c'est que j'ai réussi quelque chose, tu vois. Incroyable. Bah, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Merci beaucoup, Nour. Merci à toi.